Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président exécutif des Républicains. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Bien, nous allons savoir plus grâce à vous. Vous étiez hier à Matignon. Autour de François Bayrou. Vous n'étiez pas seul, tous les partis politiques qui ont participé à la vie politique, aux responsabilités depuis maintenant la Ve République étaient représentés autour de la table. N'était pas là le RN, n'était pas là LFI. Bon, François-Xavier Bellamy. Moi, je me permets de le dire en commençant, que tous les partis auraient dû être représentés. Bon, vous pensez ? Mais je le dis depuis le début, quand on veut consulter les forces politiques, on consulte toutes les forces politiques. Même les forces politiques qui ne veulent pas participer au gouvernement. J'ai des désaccords évidents avec les formations politiques qui étaient autour de la table, et pourtant c'est nécessaire de respecter tous les Français, tous les électeurs français à travers leurs élus. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des désaccords, mais soit on consulte tout le monde, soit on consulte personne. Bien. Bon, c'est une parenthèse. Est-ce qu'il a proposé à tous les chefs de parti, tous les représentants qui étaient là, d'entrer au gouvernement? Est-ce que François Bayrou vous a proposé d'entrer au gouvernement? Non, il a posé la question de savoir quelle formation politique était partante pour participer à un gouvernement. Et effectivement, la question a été posée en ces termes. Pour nous, la réponse est très simple, elle est toujours la même. Pour vous, les Républicains, quelle est la réponse? La réponse, elle dépend du mandat, de la mission de ce gouvernement. La seule chose qui compte, vous savez, je pense que les Français doivent être écœurés, et je le suis un peu avec eux, par le spectacle de ces discussions partisanes interminables. Moi, la seule chose qui compte pour moi, la seule chose qui compte pour nous, c'est la France. La France, la situation des Français, leurs inquiétudes, leurs espoirs, c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais Boris Vallaud, qui était là à votre place, me disait exactement la même chose hier matin. Exactement. Mais vous savez, Boris Vallaud, il est du Parti Socialiste. Oui. Mais quand on a eu une réunion du même type à l'Élysée il y a quelques jours de cela, il a dit une chose que j'ai trouvée très vraie, et je suis d'accord avec lui pour ça. Il a dit, on est là, on n'est pas tous d'accord, on ne nous mettra pas tous d'accord. Dans ce pays, il y a une gauche et il y a une droite. Et le clivage politique, ça existe. Et moi, j'ai résisté au macronisme pendant des années parce que je ne crois pas au en même temps. Je pense qu'on ne peut pas mentir aux gens. Je pense que la politique, c'est faire des choix. Et que pour résoudre un problème, il y a plusieurs directions possibles. Il faut juste assumer la ligne qu'on défend. Nous, on est la droite française. Sur le sujet de l'immigration, on pense qu'il faut maîtriser les frontières et pas accueillir indéfiniment plus d'immigration illégale. Sur le sujet des finances publiques, on pense qu'on résoudra la question de la dette en libérant ceux qui travaillent et pas en empilant les impôts. Ça fait des grandes différences avec la gauche. Hier, quand on a parlé de Mayotte, la première chose que M. Faure a demandé, c'est qu'on crée des impôts pour que les plus riches payent pour reconstruire Mayotte. L'obsession fondamentale de la gauche, c'est de créer de la fiscalité. Très bien, d'une certaine manière, c'est clair. Et moi, la gauche, c'est pas mon camp. Mais du coup, je crois qu'aujourd'hui, on peut pas résoudre la crise démocratique actuelle par encore plus de confusion, par encore plus de en même temps. Et nous, ce que nous disons avec la droite française, c'est que avec la droite républicaine, nous ne rentrerons dans un gouvernement que si le mandat est clair et si ça nous permet d'apporter notre ligne, nos réponses aux problèmes que les Français rencontrent. Vous n'êtes pas prêt à entrer dans un gouvernement Bayrou? Mais nous attendons de savoir quelle sera la ligne, quelle sera la mission. Prenez Bruno Retailleau. Moi, j'ai été heureux que Bruno Retailleau soit ministre de l'Intérieur. J'espère qu'il le restera. Il sera reconduit? Est-ce que François Bayrou vous a dit que Bruno Retailleau serait reconduit? J'espère qu'il le restera. Mais s'il le reste, ce sera pour avoir une politique clair pour rétablir l'ordre, pour lutter contre l'insécurité, pour reconstruire la maîtrise de l'immigration. S'il reste au gouvernement, ça veut dire que vous entrez au gouvernement. Ça veut dire que les LR entrent au gouvernement, puisqu'il est LR. Nous, on ne dit pas qu'on ferme la porte à l'idée de participer à un gouvernement. Pour nous, ce qui compte, c'est d'être utile au pays. Et les 2 ans qui viennent, on ne peut pas en faire l'occasion de tourner en rond indéfiniment. On a conscience de la situation politique. On n'a pas gagné la dernière élection législative, et on aborde cette situation avec une immense humilité. Mais notre sujet fondamental, c'est de faire en sorte que nous puissions, dans la clarté, essayer de faire en sorte que les 2 ans qui viennent puissent être utiles au pays. Dans la clarté, le Premier ministre François Bayrou a dit, il y a 3 postures possibles. Celle de ceux qui souhaitent intégrer le gouvernement, celle de ceux qui n'y entreront pas mais ne le censureront pas, et puis celle de ceux qui s'opposent et qui censureront.
Vous êtes où? Ben nous, encore une fois, c'est très clair. On a dit depuis le début qu'on censurerait automatiquement un gouvernement qui inclurait des ministres issus de la France insoumise ou qui mettrait en œuvre le programme du nouveau Front populaire. Parce que le programme que la gauche voudrait mettre en œuvre, et pas seulement la France insoumise, la gauche en général. Quand j'entends hier les socialistes parler de remettre en cause la réforme des retraites, tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, si on venait toucher aux équilibres de cette réforme, qui n'est pas parfaite bien sûr, mais qui permet de sauvegarder notre système de retraite, on irait vers un effondrement financier dans la situation de dérapage du déficit qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous censurerons ce qui mettra en danger le pays. J'ai compris. Mais est-ce que vous seriez, si Bruno Retailleau reste au gouvernement, est-ce qu'il pourrait siéger dans un gouvernement avec des ministres socialistes ou communistes? Mais je vous l'ai dit, je ne crois pas au en même temps. Et Bruno Retailleau lui-même ne croit pas au en même temps. Vous dites non. Bruno Retailleau, il a échangé avec le Premier ministre. Vous dites non. Il a échangé avec le Premier ministre pour savoir quelle était la feuille de route. Nous, c'est ce que nous demandons au Premier ministre. Il nous a demandé une clarification. Nous sommes clairs. C'est nous qui demandons une clarification sur la mission. Vous dites non, pas de gouvernement, de coalition large, de gouvernement genre CNR, Conseil national de la résistance, ou je ne sais pas. Non, vous dites non, ça. Non, et la réponse est d'autant plus simple à vous donner, Jean-Jacques Bourdin, que les socialistes eux-mêmes disent non. Moi, je les ai entendus dire hier que si Bruno Retailleau était au gouvernement, eux, ils n'en feraient pas partie. Comment peut-on imaginer que François Bayrou arrivera à composer un gouvernement avant Noël? Vous le croyez? Eh bien, c'est sa mission. Ça, oui, c'est sa mission. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible? On respecte la fonction du Premier ministre. C'est possible? Aujourd'hui, c'est bien sûr que c'est possible. Pour une raison assez simple. C'est que, vous savez, la vie politique, elle est très compliquée aujourd'hui. Mais il faut revenir à des choses très simples. Qu'est-ce que veulent les Français? Prenez encore une fois les questions d'insécurité. De la stabilité, ils veulent. Ils veulent de la stabilité, vous avez raison. Et de ce point de vue-là, je maintiens que l'idée de censurer le gouvernement de Michel Barnier était sans doute pas la meilleure chose à faire pour le pays dans un moment aussi critique. Mais ils veulent aussi des réponses à leurs problèmes du quotidien, les problèmes les plus importants qui montent autour d'eux. Vous avez 80% des Français qui considèrent que la violence est en train de monter dans leur vie, en train de monter dans le pays, en train de monter autour d'eux. Ils veulent qu'on réponde à ça. Vous avez 80% des Français qui considèrent que l'immigration illégale est en train de devenir un problème vital pour l'avenir du pays. Ça, c'est des choses toutes simples sur lesquelles on doit pouvoir avancer, à condition d'être clair, en effet, à condition d'avoir un mandat clair. Vous avez des Français qui, dans leur écrasante majorité, considèrent qu'on est aujourd'hui l'un des pays les plus fiscalisés d'Europe et qu'il est temps de rendre de l'oxygène à ceux qui travaillent, de rémunérer le travail. Ça a été toujours la priorité des Républicains, c'est ce que défend Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, eh bien, il est temps de mettre en œuvre une politique qui rende à ceux qui travaillent le produit de leur effort. Et puis je vais venir sur les dernières propositions de François Bayrou. Dernière question. À l'heure où je vous parle maintenant, êtes-vous prêts, les LR, à entrer dans un gouvernement Bayrou? Oui ou non, à l'heure où je vous parle? Mais encore une fois, tout dépend pour faire quoi. La question, c'est quel est le mandat. À l'heure où je vous parle, c'est oui ou c'est non? Mais si c'est pour faire ce que je viens de vous dire, la réponse est oui. On l'a fait avec Michel Barnier. Nous disons, c'est très simple, notre participation, elle n'est pas impossible, tout dépend du mandat. Notre participation, elle n'est pas non plus garantie. On n'ira pas dans un gouvernement pour faire n'importe quoi. Et vous donnerez votre réponse quand vous aurez des précisions de François Bayrou, si j'ai bien compris. On n'ira pas dans un gouvernement pour faire n'importe quoi. François Bayrou, vous allez le revoir? Notre objectif, c'est pas seulement de prendre des places, des postes, de se répartir des fonctions. Oui. Notre objectif, c'est d'être utile au pays. C'est la seule chose qui compte pour nous. Bien. Donc aujourd'hui, vous dites non, on n'entre pas au gouvernement tant qu'on n'a pas des garanties. Tant qu'on ne sait pas, encore une fois, quelle est la feuille de route. Je vais prendre un dernier exemple. Donc vous dites non, nous n'entrerons pas au gouvernement. Encore une fois, la question, c'est quelle est la mission, quelle est la ligne politique. Et c'est là-dessus qu'on a besoin d'une clarification. Je vais prendre un dernier exemple parce que, encore une fois, dans la confusion politique, il faut parler du réel. Le réel, c'est l'école qui est en train de s'effondrer. Il y a une semaine, on a une enquête internationale qui s'appelle TIMSS, qui est une enquête sur l'apprentissage des mathématiques, qui a montré que nos élèves sont maintenant non seulement les derniers de l'Union européenne, ça, on le savait déjà, mais ils sont les avant-derniers de l'OCDE. Ça veut dire de tous les pays développés. C'est un effondrement. Et cet effondrement, malgré le dévouement des professeurs, malgré le fait que nos élèves ne sont pas plus stupides que dans d'autres pays, bien sûr, et qu'ils ne sont pas moins doués que les générations précédentes, cet effondrement, il est le fait d'une école qui a été organisée pour
ne plus transmettre la connaissance. Il faut renverser cette logique. Il faut rendre aux professeurs leur métier. Ça, c'est une urgence vitale pour l'avenir du pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'en peux plus qu'on parle indéfiniment de ces sujets de parti. La seule chose qui compte, c'est le pays, le pays, le pays. Tout le monde, oui, mais tous les politiques que je reçois me disent ce qui compte, c'est le pays, les Français, le pays, les Français. Bon, très bien. Mais si c'était le cas, la France en serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est essentiel, mais pour l'instant, les Français ne comprennent pas, ne vous comprennent pas, vous les responsables politiques. Mais je vais y revenir. Mais François-Xavier Bellamy, j'ai quand même 2 précisions. François Bayrou a dit « Je n'utiliserai pas le 49.3 sauf s'il y a blocage absolu sur le budget ». C'est ce qu'il a dit dans la réunion. C'est ce qu'il a dit. Bon, c'est ce qu'il a dit. Et vous dites quoi à ce qu'il a dit? Mais là encore, vous disiez les Français vous comprennent plus. Est-ce que vraiment les Français s'intéressent à ces arguties réglementaires? Est-ce que vraiment le 49.3, le 49.2, c'est leur souci du quotidien? Est-ce que quand les Français se réveillent le matin, ils se demandent si le gouvernement va utiliser le 49.3? Moi, je ne crois pas personnellement. Donc on peut parler de méthode autant qu'on veut. La chose qui m'importe, c'est le fond. Et vous disiez, les politiques ne sont plus compris par les Français. Je crois que c'est à cause de ça. Parce qu'on passe son temps à parler de 49.3 et de 49.2, alors qu'on devrait parler d'école, d'immigration, de sécurité. On devrait parler de baisse de la fiscalité. On devrait parler de notre agriculture qui est aujourd'hui dans un danger existentiel. C'est ça qui compte pour moi. Alors François-Xavier Bellamy, autre idée et proposition avancée par le Premier ministre, il dit je propose de reprendre la réforme des retraites, de discuter avec les syndicats, le patronat, les syndicats de salariés, et de retravailler sur un texte qui serait, si j'ai bien compris, transmis à l'Assemblée nationale à l'automne 2025, qu'en pensez-vous? Nous, on est tout à fait partant pour discuter de la question des retraites. Le système de retraite français, il va mal, et il va falloir évidemment continuer d'en parler. On est prêt à proposer des idées nouvelles, d'ailleurs. Nous, on pense, moi je pense qu'il est absolument fondamental de passer vers la capitalisation à un système qui rende aux Français le pouvoir sur leur retraite. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette situation mensongère où en réalité on accumule de la dette pour financer un système de retraite qui n'est plus équilibré. Donc on est tout à fait prêt à en parler. Vous asseoir autour de la table avec les syndicats, vous dites oui. Mais encore une fois, ne nous faisons pas croire qu'on va tous être d'accord, parce que c'est pas vrai. On sera manifestement pas d'accord avec la gauche. Je ne crois pas au en même temps. Et on sortira pas des impasses du macronisme avec encore plus de en même temps. C'est pas vrai. Donc il faut dire la vérité aux Français. Il faut pas leur mentir sur l'état de notre système de retraite. Et il faut pas leur mentir non plus sur le fait qu'il y aura évidemment des clivages sur ce sujet. Et que la vraie question à la fin, c'est qui dira la vérité aux Français? C'est ce que Michel Barnier a fait d'ailleurs. Michel Barnier, il a finalement été censuré parce qu'il a refusé de céder n'importe quoi qui lui était demandé par des formations politiques. Quand vous avez le Rassemblement national et la France insoumise qui votent ensemble pour la retraite à 60 ans, c'est un gigantesque mensonge et il faut le dire comme ça. Parce qu'on ne peut pas mentir aux Français dans les yeux. François-Xavier Bellamy, est-ce que certains spéculent sur le chaos? Oui. 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 Pourquoi? Pour obtenir une élection présidentielle anticipée, selon vous? Il y a des gens qui ont manifestement envie d'accélérer le calendrier, qui ont des intérêts électoraux. Moi, je crois qu'on ne joue pas avec les institutions. La politique, c'est pas un jeu, vous savez. Et je sais que les Français le savent. Parce que la politique, c'est la vie des gens à la fin. Et quand la politique fait faillite, c'est les Français qui payent l'addition. C'est pas les responsables politiques qui vivent dans leur chair, dans leur vie, dans leur quotidien, la réalité des conséquences de la crise. Ceux qui payent aujourd'hui, typiquement la censure du gouvernement de Michel Barnier, alors qu'il n'y avait pas d'alternative, on le touche du doigt aujourd'hui, il n'y avait pas de meilleure option. Ceux qui payent aujourd'hui cette censure, c'est les agriculteurs qui sont privés de la loi que portait Annie Genevard, qui devait répondre aux problèmes qu'ils se posent tous les jours. Ceux qui payent le prix de cette censure, c'est ceux qui... Je pense aux sapeurs-pompiers, je pense aux policiers, aux gendarmes qui devaient trouver dans le budget qui allait être voté des solutions pour agir mieux, pour avoir plus de moyens pour mettre en œuvre leur action. La vérité, c'est qu'à la fin, quand les politiques ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités, c'est la France qui paye l'addition. Marine Le Pen se prépare à une élection présidentielle, vous aussi? Vous, pas à titre personnel peut-être, hein, cela dit, mais vous, les Républicains? Mais on s'y prépare depuis le début, parce que ce qui compte pour nous, c'est d'apporter à la France l'alternative dont elle a besoin, l'alternance possible qui lui rendra une espérance. On s'y prépare parce que oui, bien sûr, encore une fois, je le redis, c'est pas parce qu'on a
essayé de faire au mieux dans les derniers mois autour de Michel Barnier qu'on croit que l'alternance est arrivée. Elle n'est pas arrivée. On n'a pas gagné les élections législatives. Et pour réussir à changer les choses en profondeur, il faudra qu'on arrive à reconstruire une majorité politique dans ce pays qui soit enfin une majorité pour agir. Mayotte, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a urgence évidemment pour rétablir les fonctions sur l'île, et puis pour nourrir et fournir de l'eau à la population. Ça, c'est l'urgence absolue. Deuxième urgence, évidemment, il faut compter les victimes. Troisième urgence, eh bien, il faut redonner un toit à la population de Mayotte, mahoraise, mais ce toit... les bidonvilles ont commencé à être reconstruits. Est-ce qu'il ne faut pas une loi spéciale, une loi d'urgence? Ce qu'a annoncé le président de la République a parlé de loi spéciale, mais une loi pour interdire la reconstruction de bidonvilles, par exemple. Il ne faut pas seulement interdire la reconstruction des bangas, des bidonvilles. Ça fait longtemps qu'on le dit et ça fait longtemps qu'on soutient l'action de l'État qui cherche à éradiquer cet habitat informel. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte de construire pour les Mahorais, pour les Mahoraises, les logements dont ils ont besoin. Et ce qu'il faut, évidemment, et Bruno Retailleau a eu raison de mettre ce sujet sur la table, c'est lutter contre l'immigration illégale qui déstabilise Mayotte depuis très longtemps. Il a eu raison si tôt, ça a choqué certains. Mais Jean-Jacques Bourdin, comment est-ce que vous voulez parler de la question de l'habitat illégal si vous ne parlez pas de l'immigration illégale? Les deux sujets sont évidemment liés. Et donc oui, bien sûr, à Mayotte, tout est lié à la crise migratoire. Tout. La situation de l'hôpital, la situation de l'école. Parce qu'à Mayotte, il faudrait, pour réussir à scolariser correctement tous les enfants, il faudrait construire une classe par semaine. C'est impossible, on n'y arrive pas. La situation de pénurie sur l'alimentation, sur les tensions qui existent sur l'eau, on l'a vécu au cours des dernières années, l'épidémie de choléra, tout ça est lié à une situation de crise migratoire incontrôlable. Et donc le vrai sujet, c'est évidemment de reconstruire Mayotte, mais c'est aussi de reconstruire à travers Mayotte les frontières de notre État, parce que Mayotte, c'est la France, et les frontières de Mayotte, ce sont les frontières de la France, et ce sont les frontières de l'Europe. C'est évidemment pas aujourd'hui qu'on va traiter la question. Aujourd'hui, l'urgence, elle est dans les secours qu'il faut apporter à toute la population. Quelle que soit son origine, évidemment, on va pas trier les gens sur l'archipel de Mayotte aujourd'hui. Le sujet, c'est de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin, mais bien sûr que dans la durée, si on veut reconstruire Mayotte, si on veut que Mayotte redevienne ce que Mayotte était, un lieu de sécurité, de paix, un petit paradis sur terre, eh bien, il faudra évidemment qu'on affronte enfin cette question d'une manière déterminée. Bien, François-Xavier Bellamy, le Mercosur, vous êtes député européen, où en est-on ? Parce que Ursula von der Leyen est allée signer, très bien, mais c'est pas parce qu'elle a signé que ça va être appliqué. On est bien d'accord, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Ça n'est évidemment pas la fin du combat. Oui. Alors, où en est-on là, aujourd'hui? Où en est-on? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que maintenant, il va y avoir un travail de décryptage et de publication de tous les détails de cet accord. Parce qu'on ne sait pas les détails de l'accord. Vous savez, vous, est-ce que vous avez en main tous les détails de l'accord, vous, député européen? Non, c'est un immense accord, c'est 20 ans de négociations, et donc effectivement, il faut rentrer dans le contenu de l'accord. Nous, notre position, elle est très claire, nous y sommes opposés depuis le début. Tout le monde pratiquement est opposé à l'accord. En France. En France. Oui, en France, oui. C'est un sujet, et ça c'est très important que tout le monde le comprenne, Jean-Jacques Bourdin, c'est un sujet qui en Europe oppose plutôt les pays que les partis. Parce que je vois certains qui agitent des anathèmes un peu faciles en disant oui, les alliés des Républicains en Europe votent pour le Mercosur. Ben, c'est vrai, des Allemands, des Espagnols. Vos alliés votent pour le Mercosur. Mais ce sera aussi les alliés des socialistes, ce sera aussi, y compris les alliés du Rassemblement national vont voter pour le Mercosur. Donc tous les partis en Europe, il y a un clivage qui traverse les pays européens. Et moi, je suis en Europe justement pour faire entendre la voix des Français. C'est ça le combat quotidien. Mon combat, c'est de faire entendre la voix de la France au sein de notre propre groupe. Et donc oui, on va construire cette majorité au Parlement européen parce que le Parlement devra voter sur cet accord. On va construire une majorité pour faire tomber le Mercosur. Si le Parlement européen n'entérine pas, l'accord est caduc ? Il sera caduc. Et nous, notre travail, c'est de construire cette majorité au Parlement pour faire tomber le Mercosur. On y travaille tous les jours avec Céline Imar, comme ces dernières années avec Anne Sander. Et on n'a pas attendu les imprécations des commentateurs du Rassemblement national pour commencer ce travail-là. C'est un travail de fond, c'est un travail de fourmi. Ça consiste à convaincre, délégation après délégation, élu après élu, collègue après collègue, pour faire comprendre le véritable enjeu. Parce que qu'est-ce que c'est l'enjeu du Mercosur ? Moi, j'ai pas peur de le dire, le commerce international, ça doit pas être un sujet
d'inquiétude pour la France. Si ça l'est, c'est parce qu'on a perdu notre compétitivité. C'est parce qu'on a détruit la capacité de nos entreprises, de nos agriculteurs, de nos producteurs à produire ce dont nous avons besoin et ce que nous saurions exporter. Moi, je crois qu'on doit pouvoir exporter. L'agriculture française, d'ailleurs, elle exporte aujourd'hui et elle a besoin d'exporter. Et les pays qui reçoivent l'alimentation qu'elle exporte ont besoin de ce qu'elle produit. Donc, on ne doit pas renoncer à cette ambition-là. Mais si on regarde le Mercosur aujourd'hui, il organise des conditions de concurrence déloyales qui mettraient en grand danger des filières agricoles entières, notamment nos filières d'élevage. Et ça ne doit pas être regardé comme un paramètre parmi d'autres dans un jeu économique. C'est pas une question de bénéfices et de coûts, c'est un enjeu stratégique. Produire notre alimentation, c'est un enjeu stratégique pour un pays, pour un continent tout entier. C'est la sécurité alimentaire de nos pays pour demain qui se joue à travers le choix que nous ferons sur l'accord du Mercosur. J'ai une dernière question. Vous êtes proche des chrétiens d'Orient. Est-ce que les chrétiens d'Orient ont rencontré le nouveau pouvoir syrien ? Alors, les chrétiens d'Orient, c'est pas un tout non, général. c'est pas un tout. Non, mais parce qu'il y a une inquiétude, évidemment. Immense inquiétude. Immense inquiétude. D'abord, je crois qu'il ne faut pas caricaturer la réalité. Le régime de Bachar el-Assad n'était pas l'ami des chrétiens d'Orient. Et il l'a montré en particulier. Ça dépend desquels. Non, il faut quand même le dire parce que il y a des gens qui aiment soutenir des dictateurs et qui cherchent des prétextes pour ça. Mais si vous parlez à des chrétiens du Liban, si vous parlez à des Libanais, ils vous diront ce que Bachar el-Assad a fait à leur pays. Si vous parlez à des Libanais, ils vous diront que Bachar el-Assad, c'était l'allié des islamistes iraniens, c'était l'allié du Hezbollah qui met ce pays sous tutelle, avec des milices armées. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'abord de reconnaître que le destin des chrétiens d'Orient dans cette région, il est lié aussi à la capacité que nous aurons de faire pression sur des pays, y compris comme le Liban, pour qu'ils puissent retrouver des institutions qui fonctionnent. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est de faire en sorte que nous trouvions tous les moyens nécessaires, y compris par des pays tiers, je pense notamment à la Turquie qui soutient ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, que nous puissions passer notamment par la Turquie pour faire pression sur ce nouveau régime pour qu'il garantisse les droits des minorités et notamment des minorités chrétiennes. Et ça, c'est un défi existentiel pour la région et c'est une responsabilité existentielle pour l'Europe. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone depuis sa condamnation ? Non, pas depuis sa condamnation. Sa condamnation qu'il conteste, qu'il parle d'injustice, vous aussi ? Oui, moi je respecte la justice, je pense qu'elle doit travailler en toute indépendance, mais dans cette affaire, j'avoue ne pas comprendre du tout un tel verdict. Nicolas Sarkozy a dit qu'il porterait cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, et je pense que c'est nécessaire. Contesté, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais vous savez, on ne peut pas parler de droits de l'homme à géométrie variable, et en l'occurrence, on est quand même dans la situation où un ancien président de la République, écouté pendant des mois, dans une affaire pour laquelle il a été relaxé, se voit accusé dans cette affaire d'un autre cas, c'est-à-dire d'avoir eu l'intention d'obtenir quelque chose qu'il n'a pas obtenu en échange d'un soutien qu'il n'a pas apporté dans une relation qu'il n'a jamais eue. Et là, pour le coup, honnêtement, on a du mal à voir exactement comment on peut en arriver à une telle conclusion. J'attends donc avec beaucoup d'impatience de savoir ce que dira la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. C'est désolant qu'il faille demander à une institution supranationale de porter un regard sur la procédure française, mais en même temps, je crois que là, pour le coup, il y a vraiment un sujet de droits fondamentaux. Et sur ce cas précis, je dois dire, avec Nicolas Sarkozy, qui a exprimé sa profonde incompréhension, que je crois, là, il y a quelque chose qui doit interroger tous les citoyens, quel que soit d'ailleurs leur engagement politique et le regard qu'ils portent sur l'action de Nicolas Sarkozy comme président de la République. Merci François-Xavier Bellamy d'être venu nous voir. Merci à vous. Vous êtes sur Sud Radio, merci.